Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Bon congé. J'imagine que c'est en ce moment, si vous écoutez ça live, ça vient de sortir, ben c'est congé. Et pourtant, il faut déjà sauter dans le module 7. De mon côté, j'enregistre, on est jeudi. Demain, je dois me déplacer à l'extérieur de Québec. Donc, j'enregistre bien en avance votre podcast préféré. Parce que moi aussi, j'aurai le congé lundi, j'aurai pas le temps d'enregistrer tout ça. Donc, je fais ça un petit peu à l'avance. Il peut qu'il y ait un décalage dans le temps, dans les actualités, il faut voir. Il peut peut-être se passer quelque chose de grave et j'en parlerai pas. C'est pour ça que je préfère vous en avertir. OK, avant toute chose, il y a quelque chose de grave qui se passe cette semaine. L'examen de mi-session. Écoutez, c'est là que ça se passe pour vous, là, l'examen de mi-session. Je le sais que ça peut être un peu stressant, là, mais c'est ça. C'est un examen qui est à distance, je l'ai pensé aussi pour baisser, je dirais, un petit peu le stress, là. Voyez ça comme une pratique. Une pratique qui vaut quand même 15 points, là, c'est beaucoup. Mais en même temps, comparativement à l'examen final, qui lui vaut 40 points, c'est pas le même genre d'ordre de gravité si jamais il y a quelques points qui disparaissent ça et là. Donc, un examen de pratique, un examen d'éthique. Je voulais vous faire expérimenter ça, là, à quoi ça peut ressembler, un examen dans un cours d'éthique. Rappelons peut-être quelques principales instructions. C'est un examen qui se fait à distance, c'est un examen qui se fait, vous allez avoir besoin d'une bonne connexion Internet pour faire votre examen, un bon PC, je le disais au dernier épisode, ça va être compliqué de faire l'examen si vous avez juste un cellulaire. Donc, un bon PC, bon café, on se caféine bien, puis c'est un examen qui est divisé en 5 parties. Puis, toutes les fois que vous ouvrez une partie, il faut être prêt pour les 6 premiers modules, parce que ça aussi, c'est le contenu de l'examen. Écoutez, si vous voulez plus d'instructions, moi, je vous invite, au lieu de le redire, les instructions ici, je vous invite à aller consulter l'épisode 227. Donc, mes instructions, là, je les ai données par écrit, évidemment. Là, si vous allez voir les instructions concernant l'examen de mi-session, vous allez trouver ça là. Mais sinon, aussi, à l'audio, je vous ai tout expliqué ça aussi à la fin de l'épisode 227. Sinon, je me contenterai aussi de vous rappeler qu'un examen dans ce cours, pour concevoir l'examen, ce que je fais, c'est que je prends tous les objectifs des 6 premiers modules parce que l'examen va porter sur les 6 premiers modules inclusivement, donc 1 à 6. Puis, ce que je fais, c'est que je regarde les objectifs de chaque module. Je les ai toujours annoncés, mes objectifs sont toujours à la première page de chaque module, là. Peut-être que vous ne les avez pas lus, là, mais sont là, les objectifs pédagogiques, là. Regardez ces objectifs. Puis moi, ce que je vais faire à l'examen, c'est que je vais vérifier si vous avez atteint ces objectifs. C'est toujours ce que je fais là, dans les exercices formatifs. Je vous montre à atteindre ces objectifs. Donc, toutes les activités que je vous donne, les questionnaires, puis les forums, c'est à ça que ça sert, là. Vous vous formez à atteindre ces objectifs. Puis, dans les examens, je regarde, j'analyse et j'évalue si vous avez atteint les objectifs en question. C'est ça mon examen. C'est juste ça. Est-ce que vous êtes capable de me démontrer que vous avez atteint les objectifs des modules 1 à 6? Donc, si vous voulez savoir c'est quoi les questions d'examen, ils sont là. Ils sont cachés dans les objectifs des modules 1 à 6. Ce sera la même chose pour l'examen final. L'examen final, à la fin de la session, c'est la même chose. C'est juste que je vais évaluer si vous avez atteint tous les objectifs de tous les modules. Ce sera les modules 1 à 12. Ce sera ça. Donc, bon examen de mi-session. Pour vous, ça se passe cette semaine. L'examen va être ouvert pendant 7 jours. Mais rappelons-le, à chaque fois que vous ouvrez une partie de l'examen, vous avez 45 minutes. 45 minutes pour la compléter. Donc, examen de mi-session, c'est dit, mais il y a un examen de mi-session. Il va être ouvert pendant 7 jours. Mais pendant 7 jours, ce 7 jours-là, on ne chômera pas parce que la session avance et il faut déjà sauter dans le module 7. Donc, le module 7 va ouvrir demain matin. Si vous écoutez évidemment cet épisode-là le lundi, là.
avant le cours. Le cours est le mardi et le module ouvre le même jour que le cours. Avant de sauter dans le contenu de ce module 7, c'est une habitude maintenant. Je fais mes salutations. Cette semaine, je me contenterai de saluer Mathéo, hein, notre vedette de classe qui voyage dans le temps. Si vous étiez là au cours ou si vous avez écouté les enregistrements de cours, vous savez c'est qui. Et Mathéo me confiait par courriel en me transmettant des indices de podcast qu'il s'est fait attaquer par un oiseau en pleine rue en écoutant son podcast. Imaginez, c'est pas tout d'être torturé en classe. Il faut aussi qu'il se fasse torturer par les oiseaux en écoutant son podcast. Pauvre Mathéo. Avez-vous déjà vu ça, là, les oiseaux d'Hitchcock? J'avais cette image-là en tête. Là. Un bon vieux film. Là. Vous irez voir ce film d'Hitchcock. Ça s'appelle Les oiseaux. Connaissez-vous vos classiques du cinéma? Hitchcock, Vertigo, Psychose et Les oiseaux. Vous écouterez ça, Mathéo, puis vous penserez à votre cours. OK, dans ce module 7 et surtout dans ce podcast, j'aimerais regarder avec vous les principales notions du module 7, puis les quelques tâches aussi, on va les énumérer, les tâches que vous avez à faire pour réussir ce module 7. Encore une fois, je sais qu'il y en a certains qui aiment le podcast puis qui se disent peut-être que ça résume tout le cours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut venir en classe, il faut écouter les enregistrements de cours, il faut faire le reste. Là, le podcast, je me contente de survoler les notions. Des fois, j'en approfondis une partie, là, mais vous n'aurez pas la totalité du contenu à travers ce podcast. Dans ce module 7 et dans cet épisode du podcast consacré au module 7, on va faire du droit, de la philosophie, tout ça, c'est au programme. Évidemment, de la philo, il faut commencer à en faire. Là, on est rendu au module 7, on en a fait un peu, là, mais là, c'est le moment de sauter dans les termes, réfléchir plus sérieusement et approfondir, je dirais, des termes et des thèmes qu'on a déjà effleurés. Il y a 2 thèmes principaux dans ce module 7, des thèmes profonds, importants, mais difficiles à saisir. La responsabilité, responsable avec le petit R roulé. Responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Et on va voir aussi la notion de jugement. Qu'est-ce que c'est que le jugement? Commençons déjà par le terme responsabilité. Vous avez sûrement dit ce mot-là au moins 12 fois aujourd'hui, ou peut-être moins, mais responsable, ça fait partie de notre quotidien. C'est un mot qu'on utilise à toutes sortes de sauces, mais on prend rarement le temps de savoir c'est quoi qu'on veut dire. Hein? C'est quoi que ça veut dire être responsable? Hein? C'est toujours ça, là, on a l'impression de connaître les choses jusqu'à temps que quelqu'un nous demande c'est quoi? T'arrêtes pas de dire le terme responsable. C'est ça qui est le fun dans des discussions avec des plus jeunes. Je recevais à la maison en fin de semaine. Puis ils posent des questions. Pourquoi tu dis ça? Responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas eux autres, là, c'est moi qui dis ça aujourd'hui, mais vous comprenez le concept, là. Pensez à des termes, réfléchir à des termes qu'on utilise dans notre quotidien. Ça peut être aussi ça un peu la philosophie. Puis pour réfléchir au terme responsabilité, je vous propose de partir d'une citation bien connue d'un philosophe très connu le philosophe s'appelle Ben Parker. En fait, c'est pas un philosophe, c'est plutôt un personnage. Dans les aventures de Spider-Man, connaissez-vous cette grande citation très connue, puisée dans la culture populaire, la citation... Tiens, je vais prendre la citation dans Spider-Man No Way Home, qui est une des moutures les plus récentes. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Hein? On l'a entendu à toutes sortes de toutes sortes de manières dans les films de Spider-Man. Si vous avez lu de la BD, ça revient systématiquement. Une phrase importante qui tourne autour du terme responsabilité. C'est toujours, ou à peu près toujours l'oncle qui lui rappelle cette injonction. Sois responsable. Hein? Tu as un grand pouvoir, donc tu as de grandes responsabilités.
Puis après ça, ben, ça obsédera le personnage que vous connaissez sous le nom de Spider-Man, Peter Parker. C'est quoi que ça veut dire être responsable? Hein? C'est quoi mon rôle? Est-ce que j'ai un pouvoir, mais est-ce que je dois tout faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre au service de qui? Est-ce que je suis imputable? Imputable de quoi? Ça fait partie de ces questionnements. C'est quoi être responsable? Parce que là aussi, tiens, le lien avec votre ordre professionnel, c'est qu'eux aussi, ils vous diront « soyez responsable ». Quand vous allez voir les valeurs de votre ordre professionnel, vous allez voir la responsabilité professionnelle. Mais jamais on va vous définir c'est quoi que ça veut dire être responsable. Non, on présume qu'on comprend, mais en même temps, on n'a pas souvent le temps de décortiquer ces termes, puis on va le faire ici. Puis d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que la prémisse de Spider-Man, la prémisse morale, là, soit responsable, c'est très... c'est un bel exemple d'éthique de la vertu. Tiens, on va retourner à nos notions du module 2. Là. Vous savez, l'éthique de la vertu, on avait de la difficulté. Conséquentialisme, déontologisme, ça va, j'ai compris. Mais éthique de la vertu, c'est plus difficile à comprendre. Puis pourtant, ici, là, on a un bel exemple. Hein? Il y a quelqu'un qui dit « sois responsable ». On ne donne pas de guide clair. On ne lui dit pas, mais tiens compte des conséquences. On ne lui dit pas, respecte des règles. On lui dit juste, sois responsable. Puis ça, hein, là, on met une valeur de l'avant. C'est très dans l'esprit de l'éthique de la vertu. Guide ton action en fonction de cette valeur. Puis qu'est-ce que la responsabilité? Ben, la responsabilité, c'est quoi? Ben, l'oncle, il ne lui dit pas, là. Puis pour guider Peter Parker, lui, il va se dire, ben, je vais être responsable, c'est agir comme l'aurait souhaité mon oncle, qui lui incarne cette valeur qui est celle de responsabilité. Puis nous, ben, quand on regarde Spider-Man, on dit, moi aussi, je vais être responsable. Qu'est-ce qu'être responsable? C'est agir comme l'aurait fait Peter Parker, qui lui s'appuie sur son oncle. Hein? Donc ça, c'est un bel exemple d'éthique de la vertu. Là. On se donne une valeur, on en définit plus ou moins le sens, on ne donne pas des balises, mais on la fait, cette valeur-là, elle s'incarne dans des personnes qui, elles, incarnent la vertu. Mais voilà, ça étant dit, continuons notre réflexion parce que la citation « un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités », il y a un autre terme, hein, le terme « pouvoir ». Parce que ça aussi, ben, peut-être c'est plus simple à comprendre pour Peter Parker. Écoutez, il y a des super pouvoirs, là, ça me semble évident. Il y a un Spider Sense, puis il vole, puis il y a de la toile d'araignée qui sort des poignets, dépendamment de la version. Mais ça, c'est un pouvoir, mais en même temps, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je pense que vous aussi, vous avez un pouvoir. Puis c'est quoi votre pouvoir? C'est quoi, toi, ton pouvoir? Là? Ça fait plusieurs années là, que tu te formes à l'université. Est-ce que tu as un pouvoir? Moi, je vous propose de vous appuyer sur la citation de Francis Bacon, qui est un scientifique philosophe anglais du 16e siècle, qui avait cette belle formule « Knowledge is power ». Hein? La connaissance, c'est aussi une certaine forme de pouvoir. Puis pour vous, mais je vous invite à considérer que vous avez un pouvoir, puis le pouvoir, ben, c'est celui du savoir, c'est celui de la science, c'est celui du génie, hein, la connaissance, votre pouvoir de faire, votre pouvoir de transformer les choses, le monde, de comprendre la nature, de comprendre le vivant. J'essaie de voir les différentes sciences là, qui sont dans mon cours. Le pouvoir de maîtriser la nature, la matière, l'énergie. Hein, si vous êtes en chimie, en physique, maîtriser la matière, l'énergie, c'est ça, là. Écoutez, si on était dans un film de super-héros, ben, vous auriez un super pouvoir. Maîtriser la matière, l'énergie. Hein? Donc, vous avez un pouvoir. Écoutez, c'est pas un super pouvoir, là, mais c'est quand même un pouvoir. Et donc, vous avez aussi une responsabilité. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Un pouvoir. Puis le pouvoir, ben, le sens du terme pouvoir, c'est toujours le même. Là. C'est une espèce de capacité d'agir supérieure. Vous avez une capacité d'agir que d'autres n'ont pas. Et donc, soyez responsable. Si on prend la formulation complète, vous avez un pouvoir et donc de grandes responsabilités. Donc, vous avez un pouvoir. Si vous reconnaissez que vous avez ce pouvoir, vous auriez une très grande responsabilité.
vous dirait votre ordre professionnel. Tu as un pouvoir, celui de la science et du génie, et donc une grande responsabilité. C'est ce qu'on pourrait conclure à partir de cette citation, du moins c'est dans cette voie que j'aimerais aller avec vous. Si on regarde le terme responsabilité, là ici je suis dans la philosophie, mais il y a des sens un peu plus pratiques, je dirais, aujourd'hui. Si on regarde ce que la sociologie et le droit nous racontent à propos de la responsabilité, je dirais qu'il y a deux sens principaux qu'on peut donner au terme responsabilité. D'ailleurs, j'en parle dans l'enregistrement de cours. On parle de responsabilité rétrospective et de responsabilité prospective. Alors ça, c'est les deux grands sens. Quand on utilise le terme responsabilité autour de vous, là, il y a toujours ces deux sens-là. On ne le précise pas, évidemment. Évidemment, là, mais il y a toujours les deux sens. Parfois, ça peut être confusant. On va demander à la personne de préciser ce qu'elle veut dire parce que justement, il y a ces deux sens-là qui peuvent nous confondre. Le premier sens, c'est le sens rétrospectif. Si quelqu'un vous dit « Moi, je suis responsable de quelque chose », c'est peut-être le premier sens qu'il invoque, là, c'est-à-dire que je suis imputable. Hein, je regarde derrière moi et je suis responsable des actes que j'ai accomplis. Dans l'exercice de la profession, on va vous dire qui est responsable de ce viaduc? Qui est responsable de cette construction? Là? C'est devant moi. Là. Qui est en train de briser? Là? Qui est responsable? Hein, ce qu'on essaie de voir ici, c'est qui est imputable. Qui va répondre de respondere, c'est ce que ça veut dire. Là? Qui va répondre de tout ça? Là? Il y a des gestes qui ont été posés et il y en a qui sont responsables. Il y a une faille de sécurité dans ce logiciel. Qui est imputable? Qui est responsable? Il y a des données GPS ici. Là. Il y a eu un accident, il y a eu une erreur, il y a eu un bug. Qui est responsable? Qui est responsable de la durabilité de cette route? Elle est en train de s'effriter. Ça fait 2 ans que ça a été construit, cette route-là. Puis elle s'effondre, puis il va falloir la refaire. Qui est imputable? Ça, c'est le premier sens. Là. La responsabilité est rétrospective. Quand on utilise le terme responsabilité, des fois, on regarde en arrière. Comme dans un rétroviseur. Tiens, si vous voulez une façon de vous en souvenir. Là. Ça, c'est le premier sens. Je suis responsable des actes que j'ai accomplis. Le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc là, c'est le contraire. On regarde en avant. J'ai rien fait encore. J'ai rien accompli. J'ai pas posé aucun geste et pourtant, on me dira que je suis responsable. Donc là, ici, je suis responsable de quelque chose qui est devant moi, d'un objet là, dans le futur. La responsabilité parentale, ça fait partie d'une responsabilité prospective. C'est associé à un rôle. Je suis responsable parental, je suis responsable de cet enfant. Il vient de naître. Il n'est même pas né que déjà que je suis responsable de lui. J'ai un rôle, puis je suis responsable de cet objet devant moi, là, qui est le futur de cet enfant qui est le mien. Puis de la même chose dans votre profession, ben, vous êtes responsable. C'est peut-être ce deuxième sens qu'on va invoquer. La responsabilité professionnelle, c'est souvent celle-là. Ben, c'est aussi celle-là. Je suis responsable du public. Hein? C'est lui l'objet qui est devant moi. J'ai rien fait, j'ai même pas encore ma bague d'ingénieur, que déjà je suis responsable. La construction n'est même pas encore là, que déjà on m'a confié cette tâche. C'est ce rôle. Il est devant moi et j'en suis responsable. J'assumerai ce rôle de faire de cet objet un objet de bien. Tiens, on va le dire, on va le formuler de cette façon-là. J'en suis responsable. Prospective, c'est le deuxième sens. Habituellement, c'est plutôt associé à un rôle. Au module 7, vous allez le voir dans l'enregistrement de cours, on va explorer ces différents termes, ces différents sens aussi. On va les décliner. Par exemple, la forme rétrospective, celle où je regarde derrière moi, là. Ben, on va voir entre autres la responsabilité criminelle et civile. Ça, c'est des responsabilités typiques en droit, là, mais c'est une responsabilité qui, philosophiquement, là, c'est vraiment des responsabilités rétrospectives. Criminelle, j'ai commis des gestes, puis je dois répondre de ces gestes parce que je suis devenu un danger public.
Responsabilité civile, ben j'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes, puis là, il y a eu des dommages, je dois répondre. C'est moi qui est responsable, c'est moi qui est imputable, donc je devrais payer pour dédommager. Donc ça, c'est du langage de responsabilité civile. Puis le terme responsabilité, ici, on puise dans la responsabilité rétrospective. Responsabilité prospective, c'est davantage une responsabilité, la responsabilité disciplinaire qu'on va voir aussi dans l'enregistrement de cours. Là, ici, on est plutôt dans cette responsabilité prospective. Hein, c'est associé à votre rôle, vous faites partie d'un ordre professionnel, vous avez des devoirs et obligations envers le public, le client, la profession, on en a parlé au dernier module. Et ça, c'est une responsabilité prospective, là. C'est associé à votre rôle, c'est devant vous. Le public, il est là, là. Le client, il est là. Votre profession, elle est là, mais devant vous, vous avez un rôle, vous avez des devoirs et obligations qui sont associés à l'exercice de ce rôle. Voilà. Le terme responsabilité, c'est surtout ce que je voulais vous dire dans cet épisode du podcast. Rétrospective, prospective, les différents sens de responsabilité. Tout ça, là, on va approfondir ça dans l'enregistrement de cours, mais je voulais déjà vous introduire à ces notions-là. Déjà pour que vous commenciez à faire un petit peu de réorganisation dans votre tête, là. En classe, là, on va voir le terme responsabilité, on va le décliner, on va voir différents sens, puis le but, c'est d'enrichir votre compréhension du terme responsable. Si quelqu'un vous dit « sois responsable » ou « tu es responsable », « je te tiens responsable », vous allez avoir tous ces sens-là. Ça va faire un petit peu plus d'ordre, hein, dans ces termes-là. C'est le propre de notre langage du quotidien. On utilise plusieurs termes, on leur donne, c'est souvent des termes, responsabilité, c'est un terme très riche, mais on prend rarement le temps de le décliner de cette façon-là, puis de l'explorer, le décortiquer, puis on va le faire ensemble en classe, puis je voulais déjà en faire un bout avec vous dans ce podcast. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Le deuxième terme que je voulais explorer avec vous, c'est le terme jugement. Ça, c'est un beau terme. Jugement. Hein, comme dans vos autres professionnels, il faut parler du jugement professionnel. L'importance du jugement professionnel, c'est au cœur de l'exercice de votre profession. Hein, on va vous le dire comme ça, mais jamais on va prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le jugement. Puis pourtant, c'est une belle notion en philosophie morale. Le jugement, c'est exploré depuis des milliers d'années, puis il faut prendre le temps. Là. Vous, ici, là, on va rattraper le temps perdu, les 2000 ans de réflexion philosophique pour voir c'est quoi le jugement. Puis, vous devez faire un petit peu de sens avec ce genre de terme, du moins l'enrichir. Déjà, est-ce que si je te le demande comme ça, là, à brûle pour point, est-ce que tu es capable de définir le jugement? Tiens, appuie sur pause, là, lève les yeux vers le ciel, là, puis essaye de juste de dire à voix haute, c'est quoi le jugement? Puis, est-ce que tu as réussi? C'est compliqué, hein? Préparez-vous, là. Là, on fait de la grosse philo. En fait, de la grosse philo. C'est de la philo. Hein? Ça s'appelle Phi 3900. Fallait en faire. On y est. On va parler avec Aristote. Oui, parce qu'il faut en parler. On va parler de Kant aussi. Parce que si on parle de philosophie morale, ben, des fois, il faut les mentionner. L'expression, le jugement, hein, ce sont des notions qui ont bien été explorées par ces deux philosophes. Pour Aristote, le jugement, c'est quoi? C'est l'acte de prédiquer une chose. Prédiquer une chose, hein? Associer à une chose un prédicat, un attribut, une qualité. C'est simple, hein? Non, je vais vous en dire un peu plus, c'est sûr. Hein? Dire ce qu'est une chose. Si je dis cette chose, elle est, hein, ce qui suit mon verbe être, ça aussi, ça fait partie des difficultés de notre langue. On utilise le verbe être à toutes sortes de choses, mais jamais on prend le temps d'y réfléchir. Le verbe être, là, c'est sûrement le verbe le plus compliqué de n'importe quelle langue. Puis pourtant, on l'assume comme si c'était un verbe très simple. Mais vous allez voir que c'est compliqué. Si j'essaie de prédiquer une chose, j'essaie de dire ce qu'est cette chose. Puis ça, on le fait toujours. Ben, ça va me prendre des exemples.
Je vais vous en donner déjà des exemples. Si je dis « ton chat est beau », il est beau, hein? Et ça, c'est de la prédication parce que j'associe une qualité, un prédicat, à une chose. Le chat. Puis ça, c'est un jugement. C'est pour ça que je vous le dis. Là. Le jugement, nous dira Aristote, c'est la pensée. Évidemment, c'est la vôtre. C'est la vôtre qui est en acte. C'est votre pensée qui est en train de se prononcer sur l'être d'une chose. C'est votre pensée qui regarde le chat et qui dit « Hey, il est beau ». Je passe de quelque chose de très compliqué à quelque chose de très simple, mais c'est ça en même temps. Là. Prédiquer, c'est ça. Juger, c'est ça. Je regarde une chose, puis je me prononce sur l'être de cette chose, puis je lui donne un qualificatif. Je regarde la vaisselle et je dis, cette vaisselle, elle est, je me sers du verbe être, elle est sale, puis je vais la faire. Donc ça, c'est un jugement. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de juger, je suis en train d'associer à cette chose un prédicat. Si je dis « ton chat, il est beau », c'est parce que je me dis l'être de ce chat, c'est la beauté. Hein? Donc c'est ce que je suis en train de faire. C'est ma pensée. Là, je vais répéter les mêmes notions là, pour que ça s'intègre. Là. C'est la pensée, la mienne, qui est en acte. Puis je me prononce par rapport à la beauté d'une chose. Et là, c'est ce chat. Puis ça, c'est toujours la même chose. Vous allez voir, quand on exige un jugement, on se prononce sur la beauté d'une chose, sur la justice. Donc, cette chose, elle est juste. Cette chose, elle est belle. Cette chose, elle est vraie. Quand je me prononce sur la vérité d'une chose, là aussi, je suis en train d'exercer un jugement. Si je dis, je vais vous donner d'autres exemples. Cette étude scientifique, elle est vraie. Hein, je suis en train d'exercer un jugement. Je me prononce sur l'être de cette chose. La chose, c'est l'étude, une étude scientifique. Je dis, cette étude-là, elle est vraie. Donc, quand je me prononce sur la vérité, je suis en train d'exercer un jugement. Quoi d'autre? Je parlais de justice, tiens. Si je dis, quel exemple que je pourrais vous donner? Cette décision de la santé publique concernant le port du masque obligatoire est juste. Bon, désolé de vous replonger dans cette époque, mais ça, c'est un jugement, hein, parce que je me prononce sur la justesse d'une norme. Et là, ici, j'ai ma pensée qui est en acte, puis qui se prononce par rapport au juste, à la justice. Je dis, cette décision, elle est juste. Donc ça ici, ça présume que j'ai une préconception de ce qu'est la justice, là, mais c'est ce que je suis en train de faire. Puis là, je suis en train d'exercer un jugement politique. Hein? C'est comme ça qu'on pourrait qualifier le type de jugement. Si je me prononce par rapport à la vérité, comme je disais un peu plus tôt, là, ici, on parlera plutôt d'un jugement épistémique ou épistémologique. Un jugement scientifique, on va le qualifier comme ça, là, parce que là, c'est mon jugement qui est en train de se prononcer par rapport au vrai. Si je me prononce par rapport au beau, là, ce sera un jugement de type esthétique. Hein? Cette peinture, elle est belle. Ce chat, il est beau. Ce chien, il est laid. Peut-être. Puis le dernier type de jugement, c'est un jugement moral. Hein? Là aussi, c'est un autre champ d'exercice du jugement. Si je dis ce comportement de ce joueur de soccer, ce qu'il a fait, c'est mal. Si je dis ça, c'est un jugement, parce que là, je suis en train de prédiquer. Je suis en train d'associer à cet acte. Hein, je suis en train de regarder le comportement du joueur en question et je dis cette chose, c'est mal. Puis quand je me prononce comme ça, là, c'est un jugement moral, mais c'est toujours la même chose. C'est la pensée, la mienne, qui se prononce sur l'être d'une chose. Puis la chose en question, c'est le comportement. Donc c'est ça du jugement. Hein? C'est lorsqu'on tente de se prononcer sur l'être d'une chose. Me suivez-vous, vous, là? J'espère que vous me suivez encore. J'essaie d'être à la fois concret et abstrait en même temps. Là. C'est une difficulté propre là, au langage, mais j'espère que je ne vous ai pas perdu.
tous ces exemples-là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tous ces exemples illustrent la même chose. C'est l'exercice du jugement. C'est la pensée. Le jugement, c'est quoi? Vous me demandiez là, un peu plus tôt en regardant votre vaisselle. Le jugement, c'est quoi? C'est la pensée, c'est la mienne, en acte, qui est en mouvement, puis qui tente de donner un prédicat à cette chose. Je regarde ma vaisselle, puis je dis, cette chose, elle est. Puis là, je dis, si je dis, elle est sale, elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Mais là, c'est des types de jugements différents. Vous avez vu qu'il y a des types de jugements qui s'appliquent mieux à certaines choses ou certains contextes. Voilà, prédiquer. Prédiquer une chose. Lorsque j'exerce mon jugement, j'essaie d'associer à cette chose un prédicat. Puis, souvent, lorsqu'il y a exercice du jugement, je vais me prononcer par rapport à ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bien. C'est ça, juger. C'est moi qui écoute le prof en ce moment, là, puis qui regarde une chose, puis j'essaie de décider si cette chose, elle est belle, elle est juste, elle est vraie ou elle est bien. C'est ça, le jugement. Je sais que c'est plus simple pour nous, je dirais, de juger sans savoir exactement c'est quoi le jugement. Mais ça sert un peu à ça, je dirais, la philosophie, prendre le temps d'explorer des termes qu'on utilise dans notre quotidien, puis nous faire voir peut-être un peu plus la complexité du langage qui est le nôtre dans notre quotidien. En tout cas, la prochaine fois qu'on va vous dire sers-toi de ton jugement ou t'as pas de jugement ou arrête de me juger, là, déjà, là, vous allez avoir le concept de jugement va déjà être plus riche dans votre tête. Là. Peut-être que vous allez vous remettre à repenser à ce qu'on a vu ensemble à propos du jugement. Puis pourquoi vous parlez du jugement? Parce que c'est une notion, je le disais, déjà dans vos ordres professionnels, n'arrêtez pas de répéter le jugement professionnel. C'est au cœur de votre profession. Justement, il faut prendre le temps au moins dans ce podcast, on a 1 heure ensemble, là, prenons le temps de réfléchir à c'est quoi que ça veut dire, le jugement professionnel. Si c'est là partout, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On va me demander d'exercer mon jugement professionnel, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est lorsque je vais me prononcer par rapport à lorsqu'il y a n'importe quelle chose autour de moi, lorsque j'aurai à me prononcer sur la vérité d'une chose, sur la moralité d'un geste. Est-ce que cette décision-là, elle est bonne? Quand je pose cette question-là, je suis en train d'exercer mon jugement. C'est ça qu'on va tenter de mobiliser. Puis c'est là-dessus qu'on devrait mettre un petit peu de plus d'intensité. Là. Lorsqu'on vous dit exercer son jugement de responsable, on devrait vous rappeler ça. Puis c'est ce que je tente au moins de faire ici dans ce podcast, parce que c'est pas rien de vous demander d'exercer un jugement, parce qu'un jugement, ça s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude. Ça aussi, c'est important comme notion de vous le rappeler. Vous êtes important parce que vous allez toujours être dans des zones d'incertitude. Vous allez toujours devoir exercer votre jugement parce que vous allez être dans des situations où il y aura des incertitudes. Parce que vous aurez à vous prononcer sur le bien, le vrai, le juste, et ces notions sont complexes, mais sont toujours associées à des situations d'incertitude. Il n'y a pas de certitude lorsqu'on parle du bien, du vrai, du juste, du beau. Il n'y a personne qui peut, avec toute sa conviction, là, il réussira jamais à vous convaincre qu'il a des certitudes sur le bien avec un grand B. Là, il n'y a personne qui, désolé de vous inquiéter avec ça, mais la vérité avec un grand V, elle n'existe pas, là, on la cherche. On s'en rapproche peut-être, mais on ne l'a jamais. Même chose pour le bien, le beau, ce sont des idéaux à atteindre, mais jamais on y est. On est toujours dans des zones d'incertitude, puis ça prend parfois des personnes pour trancher. D'ailleurs, quand on parle du jugement, je disais la notion d'incertitude, ça ne prend pas de jugement pour exercer dans une situation où il n'y a pas d'incertitude. Si je vous dis 2 plus 2 égale 4, il n'y a pas besoin d'exercice du jugement là, pour arriver à 4. Là. Même votre calculatrice est capable de faire ça. Là. Mais en zone d'incertitude, là, le jugement, il est nécessaire. Là, la qualité de votre jugement
sera importante. Hein? Ça vous permettra de juger, de gérer des situations où il y a incertitude, où il y a des doutes, où il y a des dilemmes. C'est pas pour rien dans le cours, là. J'essaie de vous exercer à résoudre des dilemmes parce qu'il faut vous habituer à résoudre des situations où vous n'êtes plus certain. Le troisième lien en ce moment, tiens, allons dans le concret. Le troisième lien en ce moment, où le tramway tient. Est-ce que c'est bien de construire un tramway ou un troisième lien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte? Si c'était simple, si on avait des certitudes, là, ça ferait pas 10 ans qu'on en parle, là. C'est compliqué, ces questions-là. Il y a des zones d'incertitude, puis justement, ça prend des personnes qui exercent un jugement pour décider, OK, il y a des zones d'incertitude, mais qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de prendre les meilleures décisions possibles, celles qui sont les plus justes possibles, celles qui tiennent compte de la vérité, celles qui servent le bien commun. Puis tout ça, ces notions-là, la justice, vérité, bien commun, ce sont des grands champs où il y a une grande part d'incertitude. Puis dans ces zones d'incertitude, le jugement est nécessaire pour décider. Décider en contexte d'incertitude. Puis qui aura à exercer un jugement dans ces zones d'incertitude? C'est toi. C'est toi qui va exercer un jugement dans ces zones d'incertitude. Et des zones d'incertitude, il y en a à la tonne. Hein, des études scientifiques contradictoires, vous allez en voir. Puis vous allez devoir décider, c'est laquelle l'étude qui est la plus pertinente, rigoureuse, c'est laquelle, on s'appuie sur laquelle, il y en a deux. Il y en a deux, on prend laquelle? Justement, ça prend des personnes qui sont capables d'exercer un jugement pour trancher. En classe, des dilemmes éthiques, est-ce que je choisis entre mon devoir d'être le plus transparent possible et de donner le plus d'informations possible ou il y a des enjeux de sécurité? Je dois choisir entre transparence ou sécurité. C'est laquelle la valeur que je vais privilégier? C'est laquelle la bonne décision? Ça exige l'exercice du jugement parce qu'il y a une zone d'incertitude. On me demande de protéger le public. C'est quoi le public? C'est qui le public? Je ne le sais plus. Mon ordre professionnel, il y a un code de déontologie. Ils me disent protéger le public, je ne sais pas c'est qui. Justement, il y a une incertitude qui est là. Il y a une part d'incertitude, puis ça prend des personnes pour exercer un jugement. Un jugement professionnel, c'est ça. C'est un professionnel qui fait partie d'un autre professionnel et qui tente d'exercer un jugement. Puis ce qu'on veut dire ici, c'est ce professionnel aura à trancher, prendre une décision dans ces zones d'incertitude. Puis comment va-t-il faire? Parce qu'il est un professionnel, il va s'appuyer sur la science, le savoir, la rigueur, les normes. Il va essayer de trancher. Il n'y aura pas de certitude non plus en s'appuyant là-dedans, mais à l'aide de son jugement, il va essayer de trancher pour prendre la meilleure décision, celle qui est la plus juste, la plus vraie, la meilleure. Et si vous ne comprenez pas encore c'est quoi le jugement, on peut toujours explorer le contraire, je dirais. C'est toujours, si vous ne savez pas c'est quoi la santé, on peut déjà explorer c'est quoi la maladie. C'est ça le fun avec les contraires. Là. Des fois, le contraire est plus éclairant que l'autre. Mais là, ici, le jugement, si vous ne savez pas c'est quoi le jugement, on peut explorer ensemble c'est quoi le manque de jugement. Quand vous regardez une personne, vous explorez les internets, vous voyez des personnes, puis vous dites cette personne-là, elle manque de jugement, elle n'a pas de jugement. Qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi manquent-ils ces personnes-là? De quoi manquent-elles? Ça, c'est normal. Vous aviez le droit de faire ce remblai-là, qui est d'une hauteur d'ailleurs assez spectaculaire. J'ai l'impression d'être au sommet de l'arbre, là, tellement c'est haut. Non, c'est spectaculaire, là. J'ai le droit. Oui. C'est mon terrain, oui. J'ai le droit. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Parce que je suis un garant, moi, ici. Qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi manquent-ils ces personnes-là? De quoi manquent-elles? Est-ce qu'elles manquent d'informations? Non, souvent, des informations, c'est là à la tonne. Et si c'était dans le tri de cette information? Peut-être que, en fait, le signe peut-être le plus évident de manque de jugement, c'est peut-être je dirais que c'est le refus d'accepter la part d'incertitude dans le savoir. C'est peut-être ça, là. Hein, c'est
le refus de la complexité. Je vous disais, le jugement, il est bien dans des zones d'incertitude. Ben, quand on refuse d'accepter les incertitudes, puis lorsqu'on se dit « moi, je fonctionne juste avec des certitudes », ben, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre de côté l'exercice de notre propre jugement. Parce que c'est compliqué ce qui nous entoure. Il y a toujours des incertitudes et donc, ben, il y a toujours minimalement besoin d'un exercice du jugement. En matière de science, même la science est bourrée d'incertitudes. C'est compliqué tout ça, là. Quand on regarde ce que vous faites, écoutez, la santé, c'est complexe. Construire un pont, c'est complexe. Un avion, une fusée, un robot, nommez-le, un logiciel, une architecture de logiciels, c'est compliqué, c'est complexe. Quoi d'autre dans vos... Ben, l'arpentage, faire de la chimie, faire des études géologiques, construire des médicaments, faire de la recherche, c'est compliqué. Donc, on peut pas réduire toute cette complexité à des... Bon, c'est simple, finalement, la connaissance, la science, ce n'est que des que ceci et de que cela. Là. Il y a toujours des zones d'incertitude et, conséquemment, il y aura toujours des zones où on pourra exercer un jugement. Et donc, le manque de jugement, tiens, si on revient à notre Aristote, mais le manque de jugement, ce serait la pensée qui n'est plus en acte, hein, qui refuse d'être en acte. C'est la pensée, la mienne, là, mais qui refuse, qui se contente des explications, des solutions très simples et très certaines qu'on me donne à des problèmes qui sont complexes et pourtant bourrés d'incertitudes. Hein, c'est pour ça qu'on dira qu'ils manquent de jugement, c'est leur pensée refuse d'accepter la complexité et les zones d'incertitude. C'est ça le lien qu'on peut faire avec la façon de concevoir le jugement chez Aristote. Là, c'est la pensée qui n'est plus en acte, qui refuse d'accepter les zones d'incertitude. Puis ça, ben tiens, ce sera mon petit éditorial, je dirais. Là. Cette pensée là, qui refuse d'accepter les zones d'incertitude, il y en a de n'importe quel côté, de n'importe quel débat, je dirais. Là. Donc, il ne faut pas penser que c'est toujours les autres qui manquent de jugement. Là. La nôtre aussi, notre côté, là, on peut aussi manquer de jugement, puis on arrête quand d'exercer notre jugement quand on est trop certain de ce qu'on croit, je dirais. Là. On peut s'appuyer sur du savoir, mais penser à ce point qu'on a des certitudes, c'est accepter qu'on refuse désormais d'exercer notre jugement. On n'a plus besoin d'exercer un jugement parce qu'on est certain. Et plus vous êtes certain de tout, plus vous êtes en train d'abandonner l'exercice de votre jugement. Vous, votre jugement professionnel, vous en aurez besoin parce que vous allez naviguer dans des zones incertaines et complexes. Et lorsque vous ferez face à ces zones d'incertitude, vous devrez exercer votre jugement. Et lorsqu'on vous dira « exerce ton jugement professionnel », ben maintenant vous serez plus à même d'apprécier la lourdeur et la complexité de la tâche. Dans l'exercice de votre profession, on va vous demander d'exercer un jugement professionnel, libre et autonome, et d'exercer votre pouvoir de façon responsable. Hein? Avec tous ces mots abordés aujourd'hui, vous voyez qu'elle est plus lourde de sens, mais en même temps, j'espère que ça fait un peu plus de sens pour vous, même si nous avons effleuré, je dirais, ces quelques notions dans cet épisode du podcast. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Responsabilité, jugement, pouvoir, voilà les belles notions qu'on a abordées aujourd'hui. On se revoit ici, dans ce podcast, la semaine prochaine. Puis d'ici là, bon examen de mi-session. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. OK, ce sera notre indice de la semaine. Responsabilité, rétrospective et prospective.